Voilà, là ça devrait marcher à peu près. Bonjour à tous. Oui, Tom. Tom, est-ce que vous voulez venir. Voilà, bougez-vous, venez sur l'estrade. Enfin, il y a qui n'est pas d'estrade. Posez votre question, vous serez gentil. Je ne vous entends pas. Et c'est pas moi qui vais me déplacer avec une jambe cassée. D'accord, c'est bien, ça me permet d'avancer. Donc je pense que vous avez lu et repris le passage qui présentait assez rapidement et de façon très très synthétique la sagesse stoïcienne et la conception du bonheur chez les stoïciens. Vous n'avez plus de questions à ce propos? Non? Alors complétez, puisque c'est possible que vous travailliez sur les stoïciens tardifs avec Monsieur Billon, en particulier sur Sénèque, puisque je crois qu'il le connaît bien et qu'il a l'habitude de travailler avec les premières années des textes de Sénèque. Donc mettez bien ça en lien et n'hésitez pas à percevoir à la fois les différences, voire des contradictions possibles. Hein, donc, il faut que vous arriviez à construire en fait la cohérence de cette sagesse. Alors, j'en arrive à la dernière conception du bonheur, avant qu'on passe à tous les systèmes de morale plus modernes, plus proches de nous, que j'ai appelé moi les morales de la liberté. Bon, alors l'opposition morale du bonheur, morale de la liberté, évidemment, est un peu discutable et un peu caricaturale, mais je pense elle permet, si vous voulez, en tout cas, elle m'a permis de montrer qu'à un moment donné, dans l'histoire de la pensée, il y aurait une rupture flagrante entre les morales anciennes qui continuaient à identifier le bien avec le bonheur et les morales modernes et contemporaines qui vont casser en fait ce rapport et qui vont essayer de penser un bien moral qui ne soit pas assimilable au bonheur. Est-ce que vous voulez que je reprenne le micro comme la dernière fois? Non, c'est bon? Très bien. Alors, pour présenter, d'abord, la question que je voulais vous poser, vous qui êtes présents, je vais regarder d'ailleurs s'ils sont arrivés, ils sont toujours pas arrivés. Est-ce que vous avez lu la lettre à Ménécée? Est-ce que ceux qui ont lu la lettre à Ménécée peuvent lever la main? D'accord. Ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Et est-ce que Épicure est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est un philosophe avec lequel vous êtes familier? Bon, sans l'avoir lu spécialement. Mais est-ce qu'il faut que je revienne un peu sur quelques repères concernant Épicure? Oui? Qui le souhaite? D'accord. Donc vous êtes une majorité à le souhaiter. Alors, malheureusement, je vais peut-être me lever, mais je préfère ne pas trop me lever pour écrire des choses au tableau. Donc, il faut rappeler que, me semble-t-il, la première chose importante, c'est de bien comprendre qu'Épicure se situe durant ce qu'on appelle la période hellénistique de la civilisation grecque. Période hellénistique, c'est-à-dire après la grande splendeur des cités grecques et en particulier de la cité d'Athènes, après ce qu'on a appelé le siècle de Périclès, le siècle d'or, dans une période qui est extrêmement troublée politiquement, militairement, et où on va assister à l'éclatement de l'empire d'Alexandre après la mort d'Alexandre, 323 avant Jésus-Christ, et à la dislocation, si vous voulez, de l'empire d'Alexandre et d'une certaine façon au délitement de la civilisation grecque au profit
d'une civilisation montante qui va être la civilisation romaine. Alors, qui est déjà là depuis très très longtemps, mais qui va, si vous voulez, se mettre au premier plan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien avoir en tête qu'Épicure n'est pas un grec de Grèce, de la péninsule, mais que son père était ce qu'on appelle un clérarque. Un clérarque, C-L-E accent aigu, R-A-R-Q-U-E. Alors, qui étaient les clérarques? C'était très souvent des paysans grecs pauvres à qui on avait donné un lopin de terre en Asie mineure et qui étaient venus, si vous voulez, constituer les colons d'Asie mineure, c'est-à-dire tout au long, si vous voulez, de la rive de l'actuelle Turquie. Donc ils avaient traversé la Méditerranée et ils s'étaient installés sur ces terres comme des colons, si vous voulez, pour vivre une vie un peu meilleure. Et Épicure n'arrive à Athènes que jeune homme pour faire son service militaire. Donc, si vous voulez, ça permet de comprendre qu'il n'est pas du tout au fait de la vie intellectuelle et culturelle d'Athènes. Il la découvre jeune homme et il a la mentalité qui est la sienne de ces familles grecques d'Asie mineure. À un âge assez tardif, vers 40 ans, vers 40-45 ans, il décide d'acheter un terrain sur les hauteurs de la ville et de fonder à la fois son école et sa communauté qu'il a appelée et qu'on a appelée depuis le jardin, puisque le climat permettait évidemment de faire cours à l'extérieur, dans un cadre tout à fait bucolique, sur les hauteurs de la ville. C'était la seule école, à ma connaissance, qui accueillait des femmes, des hommes jeunes, et même, dit-on, des esclaves, et pire encore, des prostituées. Donc évidemment, l'école a très vite eu une très mauvaise réputation parce que ces gens-là, normalement, n'auraient jamais dû évidemment se mélanger et ils formaient une belle communauté. L'idée, vous voyez, derrière, c'est qu'Épicure, avant la lettre, est en quelque sorte un universaliste. C'est quelqu'un qui pense que l'on soit femme, esclave, prostituée, étranger, jeune ou vieux, eh bien on a droit au bonheur et on a droit à la philosophie. On a droit à philosopher. D'ailleurs, la lettre à Ménécée commence et appelle à la fois les jeunes et les vieux au plaisir de la philosophie et à la nécessité même en fait de philosopher. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que Épicure est un philosophe atomistique. Il a été formé par un
formé par un professeur qui est un illustre inconnu, qui n'a pas qui n'a rien laissé à la postérité, mais qui était lui-même un élève de Démocrite. Lui-même un élève de Démocrite, D-E'-M-O-C-R-I-T-E, qui est un philosophe pré-socratique, qui est le premier dans l'histoire de la pensée occidentale à affirmer qu'il n'y a pas de principe divin, qu'il n'y a pas de principe spirituel, que tout n'est que matière. Donc Démocrite, qui a donc inspiré le maître d'Épicure, est un matérialiste, et Épicure va reprendre en fait cette philosophie matérialiste. Tout n'est que matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit. Il y a de l'esprit chez Épicure, il y a des âmes, il y a même des dieux, mais tout cela n'est que matière. Et la matière est constituée d'atomes, atomos. Alors attention, l'atome de Démocrite et d'Épicure et de Lucrèce, puisque le grand disciple d'Épicure, le grand disciple latin, le poète latin Lucrèce, nous apprend beaucoup en fait de ce qu'était la philosophie d'Épicure dans ce très long poème en je ne sais plus combien de livres qui se nomme De la nature des choses, De natura rerum. Et les latinistes, s'il y en a parmi vous, ont forcément étudié des textes de ce grand poète latin. L'atomos, Lucrèce nous l'explique bien, n'a rien à voir avec l'atome de la physique contemporaine. Pour vous en donner une définition, c'est pour Démocrite, repris par Épicure, repris par Lucrèce, c'est le plus petit morceau, la plus petite portion de matière insécable. Insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser. Donc on peut diviser la matière, on divise la matière, on divise la matière, et puis à un moment donné, on ne peut plus la diviser. Et il reste une toute petite portion de matière que Démocrite appelle l'atomos. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que les atomes appartiennent à différentes espèces. Il y a différents types d'atomes. Ils sont plus ou moins gros ou plus ou moins petits. Plus ils sont petits, plus ils vont venir former les choses spirituelles, la sensibilité, les âmes, les dieux sont composés d'atomes qui sont extrêmement fins et extrêmement petits. Donc ils sont plus ou moins petits, plus ou moins grands, de grandeurs différentes. Ils ont aussi des formes différentes. Certains atomes sont ronds, là où d'autres sont plus allongés, de forme plus ovale. Et puis enfin, ils sont aussi... Alors, excusez-moi, dans les formes, j'ai oublié évidemment les atomes crochus. De là, les atomes crochus. Et puis enfin, ces atomes, ils diffèrent aussi par leur consistance. Certains étant très lisses, d'autres étant beaucoup plus rugueux. Alors, si vous voulez, toute cette diversité, ce qui est assez malin de la part de Démocrite, vous voyez qu'à la fois il fait intervenir un seul principe, la matière, l'atome, plus petite portion de matière,
Mais en même temps, il différencie un petit peu les espèces d'atomes, ce qui va finalement lui permettre d'expliquer la diversité du monde sensible. Donc, selon leur nature, les atomes vont venir former différentes sortes de corps, différentes sortes d'âmes, différentes sortes d'êtres vivants, etc., etc. Tout ce qui existe est agglomérat d'atomes, composition d'atomes. Nous sommes tous des composés d'atomes. Les choses elles-mêmes sont des composés d'atomes. Alors évidemment, on va voir comment cette conception physique du monde, de l'univers, est très très importante pour comprendre la morale d'Épicure. Puisqu'au fond, son système moral, sa conception du bonheur va entièrement être déduite de son système physique. Alors, ce qu'on appelle, ce que vos arrière-grands-parents ou grands-parents étudient encore sous le terme de cosmologie. Autrefois, le cours de philosophie, c'était un cours de cosmologie, théologie, psychologie. Donc, il y a une certaine cosmologie, et c'est cette cosmologie qui détermine en fait la morale épicurienne. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Que dire d'autre? La dernière chose pour bien connaître Épicure, c'est de rappeler qu'Épicure n'a presque rien écrit, en tout cas, on ne sait pas, mais très peu d'œuvres nous sont parvenues de lui. Donc on a très peu de textes. Et c'est pour ça que quand on veut comprendre un peu le système épicurien, on va lire Lucrèce, puisque Lucrèce, par contre, a écrit ce traité sur la nature des choses en plusieurs livres, et là, c'est très conséquent, si vous voulez. Alors, bon, là, je vais me lever pour le coup. Vous avez, qui nous sont restés d'Épicure, vous avez 3 lettres. Une lettre qu'on appelle la lettre à Hérodote. Hérodote. Donc la lettre à Hérodote, elle n'aborde que les problèmes de la physique générale. Donc elle n'aborde que les problèmes de la physique générale. Après vous avez une deuxième lettre qui s'appelle la lettre à Pythoclès. Pythoclès, qui est encore une lettre sur la physique, mais sur la physique plus expérimentale. C'est-à-dire dans la lettre à Pythoclès, Épicure explique les phénomènes des marées, des arcs-en-ciel, des météores, c'est-à-dire des phénomènes, si vous voulez, physiques et astronomiques un peu particuliers. Et puis enfin, vous avez la célèbre lettre à Ménécée. Ménécée n'étant pas, bien que se terminant par E, et E n'étant pas une femme, mais un homme. Et c'est cette lettre auquel, évidemment, on se réfère tout le temps, et c'est essentiellement sur cette lettre que j'ai construit ce cours, parce que dans cette lettre, Épicure expose tout son système moral, et au fond, toute sa conception de la sagesse. Et puis, on a quelques maximes qui nous sont parvenues, et ces maximes, ou ces sentences, ça dépend, vous trouvez les 2 traductions selon les éditions, on les nomme souvent vaticanes. Alors je pense parce qu'elles ont été regroupées et réunies par les savants du Vatican à une certaine période. Voilà.
Donc voilà, si vous voulez, pour l'introduction, je vais arrêter la vidéo parce qu'après ça va être trop compliqué pour la télécharger.